Allez, on reprend les Wikibalades. Ça fait quelques temps, là. Il y a eu deux jours qu'on sautait. On avait fait Millikan la dernière fois. Aujourd'hui, on s'intéresse à Carl Sagan. Donc pour ses découvertes sur la spectroscopie des rayons X. Donc on a déjà parlé de ça quelques fois. Et on va voir que, vous l'avez peut-être vu avec le titre, on va surtout parler d'une autre personne qui s'appelle Moseley et qui aurait pu avoir ce prix Nobel-là, mais qui ne l'a pas eu. Il est mort à la guerre trop jeune avant. Donc physicien suédois, Carl Sagan, donc qui a travaillé sur la spectroscopie des rayons X. Il n'y a pas grand-chose sur la page en français, là on va aller voir la page en anglais. Voilà, donc il a été assistant de Rydberg, celui qui a découvert l'existence des noyaux. Il n'a pas eu le prix Nobel, Rydberg. Rydberg, hein, il a montré que en envoyant... Ah si, le prix Nobel de chimie peut-être. Oh, je sais plus. Ah non, je confonds avec Rutherford. Non, non, lui, Rydberg, c'est lui qui a trouvé la formule de Rydberg, donc, qui a permis d'arriver au modèle de Bohr, dont on a parlé la dernière fois. Ça commence par un R, mais c'est pas le même. Et donc, il a été professeur à Uppsala, la grande université de Suède. C'est la plus connue, je crois. Souvent, il y a des échanges là-bas vers Uppsala. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé, comme Moseley, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, il a utilisé un spectromètre, donc un appareil qui permet de mesurer les raies d'émission ou les raies d'absorption des atomes. Et il a trouvé des relations entre la longueur d'onde de cette lumière, de ces raies d'émission, et la place des éléments atomiques dans le tableau périodique. Voilà, vous connaissez le tableau périodique, le tableau de Mendeleïev, et on se rend compte qu'il y a certaines séries, donc on a parlé un petit peu des séries la dernière fois avec Bohr, qui correspondent à... certaines séries sont associées à, maintenant on le sait, au nombre de protons, à ce qui se passe dans le noyau, et au nombre d'électrons autour de ce noyau, et ça c'est associé aux longueurs d'onde qui sont émises. Et donc, c'est ce qu'ont fait Moseley et Sagan. Voilà, il a amélioré les expériences de Moseley. Il a fait des mesures des longueurs d'onde des rayons X produits par les atomes. Et il a trouvé que les lignes spectrales, voilà, les raies spectrales ici, il a affiné les travaux de Moseley, dont on va parler après. Moseley, il est là. Et il s'est rendu compte que certaines raies, en fait, il y en avait deux, c'était des raies doubles. Et tout ça, ça a permis de comprendre comment les électrons se comportent autour du noyau. Il y a la notation de Sagan, qui permet de donner des noms à ces raies d'émission. Voilà, on les appelle K, L, M, ce genre de choses. Voilà la notation de Sagan, là on la voit là. Donc vous avez le noyau qui est ici au centre, les électrons qui sont sur des couches, et donc Sagan, lui, donne des noms aux transitions. Nous, ce qu'on voit, c'est seulement les longueurs d'onde associées à ces transitions. On ne voit pas le détail de l'atome, on est obligé de deviner comment ça se passe à partir des raies d'émission. Et donc, il les appelle K-alpha, K-bêta, L-alpha, L-bêta, etc. Et les modèles ont fini par montrer que ce qu'il appelait K-alpha, K-bêta, c'était les transitions vers la couche la plus interne. Les raies L, c'était vers la couche numéro 2, etc. etc. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec les raies de Lyman, etc. pour la série de Balmer, par exemple. Voilà, vous, tout ce que vous voyez, c'est ça. Ce sont les raies d'émission de l'hydrogène, par exemple. Donc, vous prenez un tube en verre, vous mettez de l'hydrogène dedans, vous faites le vide au maximum pour qu'il y ait très peu d'atomes. Vous envoyez une décharge électrique, vous mettez des électrodes de part et d'autre du tube, et il y a de la lumière qui est émise, mais pas à n'importe quelle longueur d'onde, seulement à certaines bandes comme ça d'émission. Et donc ça, par exemple, vous avez des séries comme ça, qui sont reliées par des nombres... si on regarde les longueurs d'onde, on arrive à trouver une loi ici, qui est la loi de Rydberg, justement, et qui a été théorisée par Bohr, ce dont on a parlé la dernière fois avec Niels Bohr. Voilà, donc vous avez l'arrêt de Balmer, la série de Balmer, la série de Lyman, etc. Donc ici, vous avez une première série, la série de Lyman. Donc vous avez, ça c'est l'atome d'hydrogène avec les niveaux d'énergie des électrons. Donc les électrons les plus proches du noyau, ils vont occuper le rez-de-chaussée, l'étage le plus bas. Ils peuvent gagner en énergie pour monter d'un étage, 2 étages, 3 étages, etc. Et si à l'inverse, ils descendent d'un niveau à un autre, par exemple ici la série de Balmer en rouge, on passe de l'étage 3 à l'étage 2, et ça correspond à une longueur d'onde. Ça, c'est le modèle de Bohr, hein, qui correspond à une fréquence, à une longueur d'onde. Et pour ça, on utilise la loi de Planck, qui relie les niveaux d'énergie aux longueurs d'onde. Ici, si je prends un modèle très simple avec 2 niveaux d'énergie, il peut y avoir une transition électronique d'un niveau à un autre. Vous avez une certaine énergie E2, une certaine énergie E1. Et si vous faites E2 moins E1, ça vous donne l'écart d'énergie ici entre les deux niveaux. Et ça, c'est égal à une certaine constante H, qui est la constante de Planck, fois la fréquence de la lumière qui est émise. Donc l'énergie ici, elle est perdue par l'atome. L'électron descend d'un étage, donc l'atome perd en énergie. Mais cette énergie n'est pas perdue, elle est rayonnée sous forme de lumière, avec une certaine fréquence F. Et c'est aussi relié
Voilà, vous faites la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde, lambda. C'est ça la fréquence. Donc en gros, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est on a un lien entre les énergies dans l'atome et la longueur d'onde de la lumière qui est émise. Dans l'atome d'hydrogène, il y a seulement certains niveaux d'énergie. Vous pouvez avoir seulement certaines transitions qui correspondent à certaines fréquences. Donc il y a ces transitions-là qui vont jusqu'en bas. Là, je peux rajouter d'autres niveaux. Ouais, ils sont de plus en plus resserrés comme ça. Donc ça, c'est une première série de transitions. Donc ça, c'est la série de Lyman, je crois. Salut Warden. On parle des liens entre les longueurs d'onde de la lumière, des rayons X notamment, et de ce qui se passe à l'intérieur des atomes. Salut Algor, bienvenue. Donc ça, c'est la série de Lyman, mais vous pouvez imaginer... Donc ça, c'est tout un tas de fréquences. Voilà, vous imaginez... Alors plus... Vous voyez ici, là, la longueur d'onde, elle est au dénominateur. Donc plus l'écart d'énergie est grand, et plus la longueur d'onde va être petite. Donc là, on a des grands écarts d'énergie. Donc si je trace sur le spectre en longueur d'onde, ça c'est plutôt des petites longueurs d'onde. Parce qu'on a des longues flèches de grands écarts d'énergie, c'est des petites longueurs d'onde. Donc là on va avoir certaines raies d'émission comme ça. Voilà, ça c'est la série de Lyman. Et puis au lieu de descendre tout en bas, vous pouvez descendre à l'étage, non pas numéro 1 mais numéro 2. Hop, vous pouvez faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et ça, vous voyez, c'est des flèches qui sont plus petites. Donc des longueurs d'onde qui vont être plus grandes. Donc vous avez une autre série, voilà, la série de Balmer, puis vous en avez d'autres comme ça. Et donc les grands écarts d'énergie, ce sont des petites longueurs d'onde. Donc ici, vous êtes plutôt dans le visible. Quand on baisse la longueur d'onde, on a les ultraviolets. Et puis si on baisse encore, on a les rayons X. Et donc c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel, que Sigman a eu le prix Nobel. C'est parce qu'il a étudié ces rayons X-là, associés aux grands écarts d'énergie, donc associés aux électrons qui ont tendance à aller tout en bas dans le niveau fondamental ici, le rez-de-chaussée, le niveau qui a le moins d'énergie. Donc là, vous imaginez un électron qui descend et qui rayonne une certaine longueur d'onde que vous mettez ici dans le spectre. Voilà les différentes séries. Donc Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, etc. Et après, vous pouvez calculer les longueurs d'onde associées à tout ça. Je ne sais pas si elles sont tracées, mais série de Lyman. Voilà, la série de Lyman, elles sont là. Série de Balmer, série de Paschen. Voilà, ici, on a une lampe à deutérium. Et on voit très bien des pics ici qui correspondent à ces lignes dont je viens de parler. Et donc le but, c'est à partir de tous ces pics dans le spectre, arriver à comprendre pourquoi on a ce tableau périodique, pourquoi on a ces différents éléments classés comme ça. Donc ça, bon, à part ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va parler donc de Moseley, ce qu'il a fait, et on va voir quel est le lien avec le tableau périodique. Donc Moseley, il est né en 1887 et il est mort assez tragiquement en 1915 à la guerre, pendant la Première Guerre mondiale. Un peu avoir fait une série d'expériences fondamentales pour l'étude de ces rayons X et de la structure des atomes. Et c'est venu confirmer donc la théorie de Niels Bohr. On l'avait un peu dit, la théorie de Niels Bohr, elle s'applique à l'atome d'hydrogène et à d'autres atomes qui ressemblent, on appelle ça les hydrogénoïdes. En gros, il faut qu'il n'y ait qu'un seul électron pour que la théorie de Niels Bohr elle fonctionne. Dès que vous avez plus qu'un électron, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la théorie de Moseley, elle commence à aller un peu plus loin que ça. Donc c'est un raffinement de la théorie de Bohr. Donc c'est basé sur les travaux de Rutherford qui a montré l'existence du noyau. Donc l'atome c'est un noyau avec une charge positive et des électrons autour. Et on le sait maintenant, à chaque fois que vous rajoutez un proton dans le noyau, bah, vous vous décalez d'une case dans le tableau périodique. Donc l'hydrogène il a un proton, l'hélium il a 2 protons, le lithium 3 protons, etc. Le carbone 6 protons, l'azote 7, l'oxygène 8, etc. Peu importe le nombre de neutrons, vous en fichez. Ça va créer ce qu'on appelle des isotopes. Par exemple, le carbone, il a 6 protons, quoi qu'il arrive. Vous avez 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, vous avez un certain nombre de neutrons. Par exemple, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est du carbone 12. Parce qu'en tout, il y a 12 nucléons, nombre de neutrons plus le nombre de protons. Mais vous pouvez mettre, au lieu de 6, vous pouvez en mettre 8 des neutrons. Voilà, là j'en ai mis 8. Mais comme il y a toujours 6 protons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est toujours du carbone. Sauf que c'est du carbone 14. C'est un isotope. Il n'y a pas le même nombre de neutrons. Et après, le nombre d'électrons, il a tendance à être égal au nombre de protons. Mais pareil, vous pouvez avoir un élément qui est chargé. Par exemple, le calcium, Ca2+. Ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc il y a 2 protons en plus que le nombre d'électrons. Mais c'est du carbone parce qu'il a tant de nombre... Du calcium ici, parce qu'il a tant de protons. Ici, c'est 20. Le numéro atomique du calcium, c'est 20.
C'est pas Mendeleïev qui est à l'origine du tableau périodique. Alors si, justement. Donc ça, ce tableau, il existait déjà au 19e siècle grâce à Mendeleïev. Et Mendeleïev et d'autres un peu avant lui même ont commencé à classer ces éléments par la masse. Donc ils arrivaient à peser, non pas un atome, hein, mais ils arrivaient à comprendre la quantité d'atomes qu'ils avaient dans une certaine quantité de matière. Et donc, ils sont arrivés à peser les différents éléments. Et au début, on les a juste classés par masse. Là, effectivement, le carbone est plus lourd que l'hydrogène. Un atome de carbone, c'est plus lourd qu'un atome d'hydrogène. Donc, si vous avez une mole de carbone, c'est plus lourd qu'une mole d'atome d'hydrogène. Mais il y avait des petits défauts. Et Mendeleïev, lui, il a préféré mettre par colonne en suivant cet ordre de masse, mais en mettant par colonne les propriétés chimiques des éléments. Et les propriétés chimiques, elles viennent justement du nombre d'électrons. Par exemple, ce que je viens de vous dire, là, le calcium, donc voilà, il a 20 protons, un noyau avec 20 protons, une vingtaine de neutrons, 20, 21, 22, je ne sais pas. Au bout d'un moment, il commence à y avoir un peu plus de neutrons que de protons. Bon, peu importe, c'est un détail. Et autour, vous avez 20 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. J'essaie de la mettre à peu près comme il faut. Donc, vous avez la couche 1S. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. 2S, 2P, 3S, 3P. Donc là, je vais recommencer. Vous avez donc la 1S ici, la 2S et la 2P. Donc ça en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, la couche. Donc là, j'en ai 2 plus 8. Ça fait 10. Plus à nouveau 8, ça fait 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est la couche 3. Et puis, là, ça me fait 18, mais pour que l'atome soit neutre, il faut qu'il y ait autant d'électrons que de protons. Il y a 20 protons, donc là, j'en ai dessiné 18, il faut en mettre 2 de plus, qui commencent à être plus éloignés. Et il se trouve que les atomes sont beaucoup plus stables quand la dernière couche est entièrement remplie. Ici, là, il reste de la place tout autour. Ça, entre guillemets, l'atome, il n'aime pas trop. Et donc, il a tendance à perdre ses électrons. Donc, ces électrons, ils vont partir, ou en tout cas être échangés avec un autre atome pour former des liaisons chimiques. Et donc, au lieu d'avoir du calcium neutre, vous avez du Ca2+. Il a perdu 2 charges négatives, donc il est chargé, il a 2 charges positives. Il y a 20 protons et seulement 18 électrons. Voilà, c'est ça le Ca2+. Et il se trouve que le magnésium, il fait la même chose, et le beryllium aussi. Le magnésium, lui, il a 12 protons, donc ça va être un peu plus rapide à dessiner. Vous avez 12 protons et des neutrons là dans le noyau. Pareil, vous avez la couche 1S avec 2 électrons. Ensuite 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Donc là, on est à 10 en tout. Et il y en a 2 électrons en plus qui sont très, très éloignés. Par exemple, ces deux-là. Là. Mais là, la couche était remplie. Là, la couche n'est pas remplie. Donc pareil, ces 2 électrons, ils vont avoir tendance à partir. Et donc, au lieu d'avoir du magnésium neutre, on a du Mg2+. Et puis pareil, vous avez du Be2+. Et donc, ils vont former le même nombre de liaisons avec les autres atomes. Ils vont avoir des propriétés chimiques similaires, etc. Et donc, on va les mettre sur une même colonne. Voilà ce que fait Mendeleïev. Donc, il suit l'ordre des masses, mais des fois, il y a des 2 atomes qui sont très très proches l'un de l'autre. Donc, le cobalt et le nickel, eux, ils ont des numéros atomiques égaux à 27, 28. Donc, on peut aller les chercher, ils sont là. 27, 28. Mais ils ont quasiment la même masse atomique. Donc ici, 27, 28. Et d'ailleurs, je crois que le nickel est un tout petit peu plus léger que le cobalt. Donc là, vous avez la masse atomique, c'est le nombre qui est ici. Là. Donc pour l'hydrogène, c'est 1, quasiment 1. Voilà, vous voyez, ça augmente, là, 6,94, 9,01, etc. Donc c'est classé par masse atomique croissante. Sauf que regardez ici, là on est à 54,9, 55,8, 58,9, et là on redescend à 58,6. Et donc à la base, ceux qui mettaient ça dans l'ordre croissant de masse, ils mettaient d'abord le nickel et ensuite le cobalt. Et Mendeleïev, lui, il a dit non, on va respecter les propriétés chimiques en mettant les mêmes éléments avec les mêmes propriétés dans une seule colonne, dans une même colonne. Et donc il a mis le cobalt avant, parce que le cobalt, il ressemble beaucoup au rhodium, à l'iridium, etc. Et le nickel, il ressemble beaucoup au palladium, au platine, etc. Donc il a préféré mettre en avant, plutôt que la simple évolution de la masse, il a préféré mettre en avant les propriétés chimiques. Et ça a été confirmé par Moseley, qui a fait les études très précises des niveaux des électrons, en étudiant justement la manière dont les rayons X, la longueur d'onde des rayons X était reliée au numéro atomique.
Donc voilà, il a fait des expériences avec les rayons bêta, donc les électrons. Il a inventé la première batterie atomique, mais il n'a pas réussi à finaliser le projet. Et surtout, voilà ce qui nous intéresse, il a regardé le spectre en rayon X. Donc on l'a dit, hein, plus vous allez vers les petites longueurs d'onde, plus vous allez plutôt à l'intérieur du noyau, là où il y a de grandes énergies. De manière générale, hein, plus la longueur d'onde est petite, plus vous arrivez à sonder de petites longueurs, donc des grands niveaux d'énergie dans les atomes. Si on voulait sonder carrément le noyau, là, il faudrait des rayons gamma. Donc, il s'est basé sur la loi de diffraction de Bragg, dont on a parlé sur une autre Wikibalade. Et ce qu'il a vu, c'est qu'il y avait une loi qui reliait la longueur d'onde au numéro atomique. On le note Z. Ici, la Z égale 1 pour l'hydrogène, Z égale 2 pour l'hélium, Z égale 3, 4, etc. Donc Z, c'est le nombre de protons. Et Moseley, lui, va trouver une loi, qui est la loi de Moseley, qui est là. Voilà, ici, elle est bien. Ça, nu, c'est la fréquence. Vous pouvez mettre F, ici, là. La fréquence du rayon X, elle suit une certaine loi ici. Et vous voyez, dedans, il y a Z. Z, c'est le nombre de protons. Il y a des constantes grand A et grand B ici. Voilà ce qu'il a fait en observant les différents rayons X. Alors, il a fait ça sur les métaux, notamment. Voilà, donc avant les découvertes de Moseley, le numéro atomique, c'était une sorte de numérotation qui permettait de classer les atomes par masse croissante. Mais il y avait des petits problèmes, hein, on l'a vu avec le cobalt et le nickel. Là. Donc c'était une loi qui n'était pas tout à fait satisfaisante. Et donc on l'a dit, Mendeleïev, lui, il avait tendance à échanger certains ordres pour respecter les propriétés chimiques. Et il avait raison de le faire, parce qu'en regardant la loi de Moseley, on se rend compte que grâce aux fréquences, on en déduit Z, le nombre de protons, et on se rend compte, grâce à la loi de Moseley, que le cobalt, il a 27 protons et que le nickel, il en a 28. On a bien fait, Mendeleïev a bien fait de les mettre dans cet ordre-là, même si les masses ne sont pas tout à fait croissantes. Voilà, j'essaie de traduire un peu à la volée, là. Voilà, donc déjà, il confirme l'ordre choisi par Mendeleïev et il confirme que c'est pas d'une numérotation arbitraire, que ça a un sens physique. Et là, il est déjà en train de sonder le noyau et de se rendre compte que il y a un élément dans le noyau qu'on est en train de dénombrer, et c'est le nombre de protons. Là, il s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans le tableau périodique, au numéro 43, 61, 72, 75. Et ça, tout simplement, c'est des éléments chimiques qu'on n'avait pas découverts. Donc il y a le technétium, le prométhium, le hafnium, le rhénium. C'est des éléments qui sont pas stables souvent, alors qu'ils sont extrêmement rares. Donc il a aidé Moseley à aider à compléter le tableau périodique. Et voilà, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est là. Donc Moseley a supposé que chaque élément du tableau périodique avait une charge nucléaire, donc la charge électrique du noyau, qui augmentait exactement d'une unité à chaque case. Ça, c'est très très fort d'avoir compris ça. Donc le tableau périodique, là, ici, là, le numéro, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., c'est la charge électrique du noyau. Voilà ce qu'a compris Moseley. Voilà, donc c'est l'idée du numéro atomique. Donc c'est plus un numéro, c'est quelque chose qui a un sens physique, c'est le nombre de protons. Voilà, donc il est venu confirmer le modèle de Bohr, ce qu'avait découvert Rutherford avec le noyau. Donc l'atome, hein, on commence vraiment à le comprendre, c'est une charge positive au centre avec des électrons autour. Théoriquement, c'est possible de changer le nombre de protons pour passer d'un élément à un autre. Alors oui, c'est un peu la fameuse transmutation, le rêve des alchimistes, qui essayaient de fabriquer de l'or à partir du fer. L'or est ici, et le fer, il est là. Donc ils essayaient de changer le nombre de protons. Et ça, maintenant, on sait le faire, entre guillemets. On fait des réactions qu'on appelle des réactions nucléaires. C'est ça, une réaction nucléaire. C'est une réaction où on n'est pas en train d'échanger des petits électrons là, à basse énergie. Ça, typiquement, on appelle ça des électronvolts, l'énergie. Si vous voulez changer le nombre de protons, là, par exemple, vous envoyez un neutron là-dedans, et vous allez couper le noyau en deux, le neutron va être absorbé, etc. Là, c'est plutôt des méga-électronvolts, donc c'est 1 million de fois, ça demande une énergie 1 million de fois plus importante. Est-ce qu'on sait pourquoi l'or est plus rare que le plomb? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, donc la synthèse des noyaux, la fabrication des noyaux. C'est fait dans les étoiles. Quand les étoiles, déjà dans leur vie, le plus clair de leur temps, elles vont fabriquer les éléments légers jusqu'au carbone, oxygène. Certaines très lourdes vont aller jusqu'au fer. Et tout le reste, tous les autres atomes après le fer, là, eux, ils ont été fabriqués par nucléosynthèse lors des supernovas. Il n'y a que lors des supernovas
que l'univers fabrique. Alors nous, artificiellement, on sait en faire maintenant, mais de base, hein, naturellement, les éléments lourds, là, ils viennent tous des supernovas. Et donc à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qui se passe, hein, c'est des phénomènes très compliqués. Nous, ce qu'on a, c'est des informations assez légères sur les supernovas. On voit la luminosité, on a des modèles de pression, de température de l'étoile, mais savoir exactement pourquoi il y a tel pourcentage d'or, tel pourcentage de plomb, on a quelques modèles, mais c'est pas très précis. Et voilà, ça s'arrête au fer dans les étoiles, et tout le reste, ça arrive seulement dans les supernovas. Voilà, donc Moseley commence il vérifie le modèle de Rutherford, un noyau positif et des petits électrons autour. On avait vu qu'il y avait d'autres... il y avait le modèle du pudding, par exemple, où la charge positive, elle était diffuse, comme un pudding avec les raisins secs dedans qui seraient les électrons. Bon, bah, c'est pas ça, c'est vraiment une charge positive entièrement contenue dans un tout petit point, qui est le noyau. Et à chaque fois que vous rajoutez une charge à ce noyau, vous passez d'une case à la suivante dans le tableau périodique. Donc pour ça, il a fait de la cristallographie au rayon X avec des spectromètres. Voilà, il a son tube en verre là. Donc là-dedans, il fait le vide et il balance des électrons. Il balance des électrons à très grande vitesse. Ça va ioniser les atomes qui vont gagner de l'énergie. Voilà, je vais essayer de traduire un peu. Voilà, ça va faire monter les électrons dans les couches externes, et quand ils vont redescendre, ils vont émettre des rayons X. Et en étudiant ces rayons X, notamment en utilisant la loi de Bragg, on a parlé de ça la dernière fois, la loi de Bragg, elle donne l'angle ici, en fonction de la longueur d'onde, notamment. Il en déduit la longueur d'onde des rayons X, et il arrive à écrire une loi, qui est ici, qui vous donne la longueur d'onde ou la fréquence, hein, c'est pareil, c'est relié ça, en fonction du nombre de protons Z. Et vous voyez il faut enlever un certain nombre à Z, petit b. Petit b, ça peut valoir 1, ça peut valoir 2, ça peut valoir un nombre qui n'est pas entier ici. Ça vient de l'écrantage. Donc ça, je peux essayer de vous expliquer ça. Imaginez que vous ayez un noyau avec 3 protons, 3 neutrons. Alors, en pratique, c'est pas avec ce genre d'atome qui faisait ça, mais c'est pour le principe. Donc ça, c'est des neutrons. En rouge, c'est des protons. Et vous avez un électron là, vous avez envoyé de l'énergie dans l'atome, et l'électron qui était sur cette trajectoire-là, voilà, il était sur une couche assez basse, il se retrouve avec ce gain d'énergie beaucoup plus haut ici. Et donc spontanément, il y a un trou ici, il va avoir tendance à redescendre et à émettre de la lumière. Et ici, l'écart d'énergie entre les deux couches, ça va dépendre du nombre de protons. Donc là, il va avoir par exemple 3 protons. Donc Z égale 3. Z, c'est le nombre de protons. Mais maintenant, imaginez que vous ayez le même problème avec, je ne sais pas, 5 protons, des neutrons, et un électron qui est très très loin ici, avec déjà d'autres électrons qui sont dans les couches inférieures. Donc cet électron-là, il va descendre aussi sur cette couche, sur cet endroit-là, par exemple. Mais lui, ce qu'il va voir, c'est pas Z égale 5, parce qu'il y a des électrons devant. Il va pas voir uniquement les charges positives, là. Il va voir aussi des charges négatives devant, qui vont un petit peu le gêner. On appelle ça un écrantage. Et donc, vous ne mettez pas Z dans la loi, vous mettez Z moins un certain nombre, qui est petit b. Voilà, c'est ça le petit b ici. Ça vient du fait qu'il y a des électrons qui vont gêner. Et on s'est rendu compte que les électrons qui sont autour aussi, qui sont encore plus loin que celui-là, ils avaient un effet aussi. Donc c'est une loi un peu empirique, hein. C'est pas une loi fondamentale de la nature, c'est ce qu'on constate. Mais on arrive quand même à faire de la physique derrière, à dire qu'il y a une longueur d'onde, hein, qui dépend du nombre de protons. Donc du numéro atomique qu'on note Z. Donc ça, c'est les avancées de Moseley. Et malheureusement, donc il se porte volontaire pour aller au front pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il était scientifique, hein, il n'était pas obligé d'y aller. Voilà. Donc sa famille et ses amis ont essayé de le persuader de ne pas y aller, mais il pensait que c'était son devoir. Donc il était officier dans les communications, et il s'est pris une balle par un sniper. Et voilà, il est mort assez jeune, et donc il n'a pas eu le temps d'avoir le prix Nobel. Et à peu près tout le monde, vu le nombre de prix Nobel qu'il y a eu sur les rayons X. Donc là, il y a Sigban, là, dont on a parlé aujourd'hui. Il y a un peu le modèle de Bohr qui est relié à tout ça. Il y a les Bragg, pareil, étude de la structure cristalline par les rayons X. Von Laue, diffraction des rayons X par les cristaux. Barkla, pareil, les rayons Röntgen, hein, c'est les rayons X. Et ça, voilà, c'est l'année 1917. Et Moseley, il est mort en 1915, et le prix Nobel de 1916 n'a pas été décerné. Donc certains disent que voilà, cette année-là, en fait, c'est le prix Nobel de Moseley, que Moseley aurait pu avoir s'il n'était pas mort à la guerre. Et voilà la loi qu'il a mis en place.
Et ça a permis de comprendre que le placement des atomes dans le tableau périodique, c'était pas uniquement, on les rangeait pas juste par numéro en fonction de leur masse croissante. Le numéro, en fait, il a une importance capitale. C'est directement relié à la charge du noyau. Et donc maintenant, on le sait, au nombre de protons. Voilà pour la Wikibalade d'aujourd'hui, donc sur Sigban et sur Henry Moseley.